Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture de 2023 avec les derniers livres que j'ai lus au courant du mois de décembre. Un petit peu comme chaque année, le mois de décembre c'est le mois où j'ai essayé de caser tous les livres qui m'avaient fait super envie pendant les derniers mois de l'année et pendant l'année en général, pour me dire que j'allais les lire maintenant, et ça explique aussi le fait qu'il y ait plein de livres que j'ai beaucoup appréciés au mois de décembre. Après il y avait également quelques sorties du mois de décembre qui étaient très bonnes, mais tout ça pour dire que effectivement pour ce point lecture j'ai de nouveau pas mal de très belles découvertes à vous présenter, plusieurs coups de cœur également dans cette vidéo, et des coups de cœur j'en ai pas énormément dans l'année, donc c'est vrai qu'au mois de décembre je crois que j'ai quand même mis 3 19 sur 20 et 1 20 sur 20, quelque chose comme ça, donc vraiment c'est quelque chose d'hyper exceptionnel chez moi, peut-être un tiers de ce que j'ai mis sur toute l'année qui se regroupe sur le mois de décembre, donc c'est vraiment du très bon cru. Aujourd'hui j'ai donc 6 romans à vous présenter ainsi que 2 séries graphiques. On va commencer sans plus tarder, on va commencer du côté des romances de Noël, puisque forcément qui dit décembre dit Noël, dit souvent romance, comédie de Noël. J'en ai donc lu 2 cette année. Tout d'abord j'ai lu Un cœur pour Noël par Sophie Jomain. C'est une romance de Noël qui est sous forme en fait de calendrier de l'Avent avec une case, un chapitre à lire par jour. Pour ma part je l'ai lu par la plateforme Nextory et du coup ils publiaient une journée, donc un chapitre à la fois chaque jour, et j'ai suivi ça un petit peu tout au long du mois de décembre, en sachant qu'en général je faisais en sorte d'en avoir quelques-uns de retard pour pouvoir en lire plusieurs à la suite, parce que sinon je trouvais que c'était un petit peu frustrant le concept d'un seul chapitre à la fois. Pour ce qui est de l'histoire, ensuite l'histoire de Avril, c'est une jeune fille de 19 ans qui a eu une lourde opération puisqu'elle a subi une greffe du cœur il y a à peu près 1 ou 2 ans. Maintenant elle est étudiante en droit et elle décide de rejoindre son père qui habite à la montagne à Morzine dans les Alpes pour aller passer le mois de décembre chez lui, étant donné qu'elle est en période de révision pour ses examens qui arrivent en janvier. Là-bas, elle va retrouver sa meilleure amie qui s'appelle Eva, avec laquelle elle a grandi, et également le grand frère de Eva, qui va être notre love interest. Une des raisons pour lesquelles ce titre m'avait fait envie, au-delà du concept de calendrier de l'Avent, c'est parce qu'en fait j'ai passé mes vacances entre Noël et le jour de l'an l'année dernière, donc en 2022, fin 2022, précisément à Morzine, dans le fameux village où se passe ce roman, donc forcément j'étais assez curieuse de voir comment ça allait être transcrit, si j'allais retrouver un petit peu cette ambiance, surtout que j'y étais vraiment donc, à la même période de l'année. Et pour ça je dois dire que j'ai trouvé ça assez sympa et que c'est ce qui m'a fait entrer dedans un peu plus rapidement au départ, parce que sinon dans l'ensemble je peux pas dire que ce soit une histoire que j'ai particulièrement appréciée, ni une histoire que je vous recommande particulièrement, je lui ai pas mis une note terrible. J'ai trouvé notamment que les personnages avaient des réactions qui étaient très clichés et qu'ils étaient pas très matures dans leur relation. Ils sont censés avoir 19 et 22 ans et je trouvais qu'ils se comportaient vraiment comme des adolescents, plutôt comme des jeunes adolescents. Donc voilà, ça m'a un petit peu agacée. De manière générale, ils m'ont pas mal agacée, pas mal d'éléments m'ont agacée, m'ont un peu fait lever les yeux au ciel. Il y avait certains points au niveau de la résolution également à la fin qui m'ont pas plu par rapport aux parents d'Avril qui sont séparés. Je dois avouer que j'ai hésité plusieurs fois à arrêter ma lecture en cours de route. Donc voilà, ça n'a pas été une lecture incroyable. J'ai continué parce que j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait autour, même si je trouve que petit à petit on se détache de plus en plus de cette ambiance. Au début on est vraiment à fond, les raclettes, les machins et tout ça, et puis au fur et à mesure je trouve un petit peu moins. Ensuite de ça j'ai enchaîné sur une autre romance de Noël, à savoir Embarquement immédiat pour Noël, que j'ai lu vraiment juste les jours autour de Noël. C'est écrit par Karen Ponte, et Karen Ponte pour le coup je l'avais lu à plusieurs reprises et j'avais un petit peu arrêté parce que j'avais eu un peu de mal avec sa deuxième romance de Noël dans lequel je trouvais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très bien traitées. Mais voilà, le pitch de celle-ci me donnait plutôt envie, ça avait vraiment l'air d'être le pitch parfait pour une comédie romantique de Noël sur M6, et ma foi c'est un petit peu ce qu'on attend quand même des romances de Noël pour être honnête. À savoir que pour ce récit-là, en fait on est sur vraiment une comédie de Noël et pas du tout sur une romance de Noël, il n'y a quasiment pas de romance à l'intérieur. On suit donc l'histoire de 2 sœurs jumelles qui s'appellent Maggie et Margot, et les deux s'entendent très bien même si elles sont quand même assez différentes, et donc il y en a une des deux qui est hyper passionnée par Noël, etc. et l'autre pas beaucoup. Leurs parents décident de partir en safari à Noël, et comme ils savent que c'est vraiment l'occasion à laquelle ils se retrouvent tous les 4, etc. et qu'ils veulent que leur fille profite également de leurs vacances, ils décident de leur offrir à chacune une destination, un vol vers une destination inconnue, un voyage inconnu qui est censé être voilà, le voyage de leur rêve. Ils décident donc d'envoyer la Fada de Noël en Laponie et l'autre aux Seychelles, je crois, parce qu'elle a envie plutôt voilà, d'aller bronzer. Sauf que le pitch de ce récit, c'est que nos 2 sœurs jumelles vont se retrouver à avoir un bug dans leur réservation et à échanger leur destination. C'était plutôt sympathique, comme je disais, donc c'est pas vraiment une romance de Noël, c'est
c'est vraiment une comédie de Noël. Celle qui est aux Seychelles, il va y avoir un flirt, mais voilà, c'est pas une histoire qui est destinée à durer au-delà de ses vacances aux Seychelles. Et celle en Laponie, pour le coup, il y a zéro histoire d'amour, donc voilà, mais pas du tout love interest, rien du tout. C'est une histoire que j'ai trouvée plutôt sympathique, qui est ma foi assez cliché, surtout au début. Alors vraiment, surtout si vous avez un petit peu de connaissances médicales en termes d'accouchement et compagnie, fermez les yeux sur les 2 premiers chapitres, parce que c'est voilà, tout ce qui est connaissances médicales, etc., c'est pas très crédible. En gros, les 2 sœurs jumelles naissent le jour de Noël, ils savaient pas qu'il y en avait une des 2 qui était prévue, parce qu'ils n'ont pas voulu faire d'échographie, parce que c'était dangereux pour les bébés. Enfin, ouais, bon, et la manière dont l'accouchement est décrit, la manière dont la vie au cabinet d'une des 2 qui est pédiatre est décrite, tout ça, voilà, c'était pas hyper crédible, en tout cas de mon point de vue qui suis dans le domaine médical. Par contre, le reste, voilà, c'était plutôt sympa. Effectivement, il y avait toujours des choses qui n'étaient pas super crédibles dans la suite, mais ça fait partie du charme de la comédie romantique M6, du téléfilm M6 de Noël. Donc voilà, ma foi, ça a passé plutôt bien. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est pas le truc révolutionnaire, mais pour le coup, j'ai passé un bon moment avec et je suis contente de l'avoir découvert. Ensuite, on va passer dans la série des très bonnes lectures, et tout d'abord j'ai lu le dernier tome du projet de la Tour de Garde, à savoir Capitale du Nord 3, L'armée fantoche par Claire Duvivier. C'est une série qui m'a accompagnée ces dernières années, donc ça m'a clairement fait quelque chose de la quitter. Quand je tournais les dernières pages, j'étais tout émue à la fois par la fin que je trouve très réussie, mais aussi par le fait de me dire que c'était la fin, que j'étais arrivée au bout de cette histoire. Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian ont du coup décidé de créer ensemble l'univers de la Tour de Garde, dans lequel il y a 2 trilogies, la trilogie Capitale du Sud et la trilogie Capitale du Nord. Le plus simple, c'est vraiment de les lire dans l'ordre de publication, donc Sud 1, Nord 1, Sud 2, Nord 2, Sud 3, Nord 3. Sinon ça va vraiment vous causer des manques à partir des tomes 2 et surtout dans les tomes 3. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi ça au fur et à mesure des publications, et du coup ce tome 3 est sorti cet automne, c'était le tout dernier qui me restait à lire. Il est quand même assez costaud, surtout par rapport au premier tome qui était plus court, celui-là il fait quand même 530 pages, quelque chose comme ça, mais vraiment j'ai pris un grand plaisir à le lire. Dans tout le début, c'est vrai que c'est un petit peu des redites par rapport à Capitale du Sud 3, puisque ça se passe un petit peu en même temps. Par contre, pour la suite, comme on suit donc le personnage d'Amalia, qui est une des 2 héroïnes, celle de Capitale du Nord, il va vraiment lui arriver d'autres choses, et Amalia, c'est une jeune fille qui est très déterminée dans la vie, qui a pas mal d'objectifs, etc. et qui du coup prend pas forcément le temps d'énormément se lier. Elle a des amis très proches avec lesquels elle a grandi depuis toujours, et finalement on va la voir enfin dans ce dernier tome commencer à nouer des relations avec d'autres personnes, s'ouvrir un petit peu aux autres, et ça j'ai trouvé ça assez chouette. Et puis vraiment voilà, à partir du moment où on a passé les à peu près 200 premières pages quand même, qui sont un petit peu en redite, qui se passe un peu en parallèle de Capitale du Sud 3, qui permettent de bien remettre les choses en place, mais qui du coup sont un peu moins passionnantes. Par contre, la suite, les 300 dernières pages, je pense que je les ai quasiment dévorées d'une traite. Comme je vous disais, j'étais très émue à la fin de voir que c'était la fin, que tout ce qui avait été articulé depuis le début de la série était fait pour que finalement tout se termine comme ça. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont ça se finissait, comment ça se finit à la fois pour les différents personnages et pour l'histoire générale, pour la tour de garde, etc. Donc vraiment je vous confirme encore une fois que c'est une très chouette série de fantasy française et que je vous recommande très chaudement. Ils sont en train de les sortir petit à petit en poche, et vraiment voilà, ne passez pas à côté, surtout si vous aimez la fantasy, un petit peu de complot, d'intrigue politique, etc. Je lui avais mis, je crois, la note de 18 au départ, et puis finalement j'ai mis la note de 19 parce que en fait, si du fait que ce soit le dernier tome, il y a ce petit coup de cœur malgré ce début un peu lent. Sur l'ensemble des tomes de la série, je crois qu'il n'y en a aucun que j'avais mis en coup de cœur, mais l'ensemble de la série au global, ça reste une série coup de cœur, c'est une série que j'ai énormément appréciée. On va rester sur les livres qui m'ont émue. Alors là c'était plus qu'un petit peu ému sur la fin, puisque j'ai lu ensuite Où vont les larmes quand elles sèchent par Baptiste Beaulieu, qui est publié aux éditions de l'Iconoclaste. Baptiste Beaulieu, pour ma part, je le connais depuis longtemps. J'avais commencé à le lire avec la sortie en poche de son premier livre, donc Alors voilà, les 1001 vies des urgences, que j'ai lu, si je me souviens bien, en 2015 ou 2016, au tout début de ma chaîne YouTube. Et c'est un récit qui m'avait beaucoup touchée, que j'avais beaucoup apprécié, et du coup j'ai vraiment continué à suivre Baptiste Beaulieu tout au fil de ses publications de romans, et puis également sur les réseaux sociaux, par ses prises de parole, etc. Si vous ne le connaissez pas, Baptiste Beaulieu, c'est un homme qui est romancier, mais qui est également médecin généraliste. Et du coup il nous parle beaucoup de son quotidien et de comment son métier l'amène à voir les choses de manière différente, et il nous parle de tout ça avec beaucoup d'humanité et en même temps d'un autre côté beaucoup de recul et de piquant parfois sur certaines situations qui peuvent l'énerver, et c'est quelqu'un qui est beaucoup, je pense, dans ses émotions, et voilà, qui du coup nous partage tout ça.
Si je vous dis ça, si je vous parle de son compte Instagram, c'est parce qu'en fait, Où vont les larmes quand elles sèchent, c'est un petit peu un condensé de toutes ces chroniques Instagram qu'il a pu publier ces dernières années, dans le sens où on retrouve un petit peu tout ça, on retrouve Madame Chaïd, etc. si vous suivez tout ça, donc certains patients, on ne sait pas leur vrai nom bien sûr, mais certains patients, certaines histoires qu'il a pu raconter sur son compte. Et voilà, en fait on va avoir tout ça qui va être mis en roman, tout est lié ensemble. Je sais pas du coup dans quel sens ça s'est fait, si en fait les chroniques Instagram sont sorties au fur et à mesure de l'écriture du roman, ou si d'abord il y avait les chroniques Instagram et puis ensuite ça s'est transformé en roman, je vous avoue que je sais pas exactement. Mais toujours est-il que j'ai beaucoup apprécié et que même si je suis Baptiste Beaulieu et que j'ai lu quasiment tous ses posts Instagram, ça n'a rien gâché au fait que j'ai beaucoup apprécié lire tout ça. J'ai pas eu trop ce sentiment de redite ou de déjà vu, de connaître déjà tout, etc. Parce que j'ai beaucoup aimé la manière dont tout était lié, dont tout s'articule ensemble, et j'ai trouvé ça très très chouette. C'est vraiment ça un récit que j'ai trouvé très touchant. Je l'ai commencé un soir, il était pas très tôt, et je me suis dit bon je vais en lire un petit peu, peut-être une centaine de pages ou aller la moitié, et puis en fait je l'ai lu d'une traite. Alors il fait à peu près 260 pages et la mise en page est pas très grosse, mais il n'empêche voilà que j'ai pas réussi à le lâcher, en fait j'ai tout dévoré d'une traite. Il y a certains passages où j'avais les yeux bien mouillés et je n'arrivais plus trop à lire ce qu'il y avait décrit, mais en tout cas voilà, de nouveau c'est un titre que je vous recommande chaudement, je vous recommande vraiment de découvrir le travail de Baptiste Beaulieu. Pour ma part, du côté de ses romans, celui que j'ai préféré, c'est Toutes les histoires d'amour du monde, que j'ai vraiment trouvé extrêmement touchant et qui avait un côté romancé qui était plus fort que celui-ci, qui s'appuie quand même sur son quotidien. C'est un petit peu une version plus mature de Alors voilà, les mille et une vies des urgences, qui étaient finalement des brèves qui ensuite avaient été mises ensemble et assemblées pendant que Baptiste Beaulieu était interne aux urgences. Et donc là c'est un petit peu la même chose mais dans la version médecin dans son cabinet de ville. Il y a quand même un petit peu de ça. Pour continuer dans la série des livres qui m'ont beaucoup ému, qui m'ont beaucoup fait pleurer, je vais vous parler d'un livre que j'ai vraiment adoré. Et il s'agit du coup de Tant que fleuriront les citronniers par Zulfa Katou. C'est publié aux éditions Nathan. C'est un titre qui me faisait vraiment très envie parce que j'avais été très intriguée et très curieuse de voir ce que ça allait donner quand je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Et je suis vraiment très contente de m'être laissée plonger dedans. C'est un récit qui se passe en Syrie. Notre héroïne s'appelle donc Salama, elle a 18 ou 19 ans, c'est une jeune étudiante en pharmacie. Et lorsque la guerre civile va éclater en Syrie et que tout va commencer à exploser autour d'elle, Salama en fait va se retrouver propulsée en tant que médecin et même que chirurgienne dans l'hôpital dans lequel elle suit sa formation. On la suit donc dans tout son quotidien, elle habite à côté de ça avec Leïla qui est sa sœur et puis on comprend que le reste de sa famille n'a pas survécu aux différents bombardements qu'il y a pu avoir. On voit vraiment à quel point tout son quotidien a été bouleversé et là où j'ai trouvé ça très touchant c'est qu'en fait on voit vraiment que c'est une jeune fille comme n'importe quelle autre jeune fille et qui a les mêmes passions que tout le monde. Elle est passionnée par l'univers des studios Ghibli etc. Et vraiment voilà, ça met vraiment en parallèle et ça montre à quel point c'est de l'histoire qui est actuelle et à quel point c'est aussi quelque chose qui est proche. On peut pas juste se dire oui mais c'est dans le passé, ça s'est pas passé ici ou quoi. Dans tout ça, dans tout ce contexte particulièrement difficile, elle va faire une rencontre. Sa rencontre c'est celle de Kenan, c'est un garçon qui en fait a quelque chose en particulier dans le sens où c'est un garçon qu'elle devait rencontrer. C'était déjà prévu, c'était quelqu'un qui avait été plus ou moins choisi par sa famille pour qu'il soit présenté pour voir éventuellement si le courant pouvait passer entre eux. Ils vont se retrouver alors que la ville est complètement bombardée. Kenan lui aussi de son côté il est tout seul avec son frère et sa sœur, c'est lui seul qui s'en occupe. Pareil, il a peut-être 19 ans, quelque chose comme ça, et il est propulsé dans ce rôle un peu de papa qui doit garder ses enfants, essayer de les faire survivre. Et lui ce qu'il fait sinon c'est qu'il filme tout ce qui se passe en Syrie pour poster tout ça sur YouTube, pour pouvoir montrer au monde ce qui se passe sur YouTube et essayer d'alerter un petit peu sur ce qui se passe parce qu'il voit que les médias autour réagissent pas forcément beaucoup, les médias étrangers. Ça peut paraître un petit peu étrange, moi je suis toujours un petit peu dubitatif quand je vois des romances qui se passent, je sais pas par exemple, quand je lis un livre de dystopie et que je vois qu'il y a une romance à l'intérieur, ça me paraît toujours un peu saugrenu, je me demande un peu toujours s'ils n'ont pas autre chose à faire que de chercher l'amour dans tout ça. Mais j'ai trouvé pour le coup que c'était vraiment très bien fait dans ce récit là parce que du coup je pensais vraiment que ça allait me gêner dans ce récit et pas du tout. C'est un titre que j'ai vraiment trouvé très beau, j'ai beaucoup aimé la relation qui se noue entre eux, de voir à quel point en fait ils se soutiennent avant tout. C'est un récit que j'ai trouvé comme je vous l'ai dit vraiment touchant, qui montre vraiment l'histoire de la révolution actuelle qui existe en Syrie, des différents groupes armés qui s'affrontent, puis au final on part ensuite sur le récit d'une migration vers l'Europe
Et voilà, c'est un récit que j'ai vraiment trouvé très touchant. J'ai un petit peu de mal à trouver les mots exacts pour en parler, j'ai pas envie de dire de bêtises quand j'en parle, mais voilà, en tout cas c'est vraiment un titre que je vous recommande de découvrir. Et du coup celui-ci pour le coup je lui ai mis la note de 20 sur 20 parce que vraiment j'ai trouvé que c'était un récit auquel j'ai aucun défaut à redire, rien du tout. J'ai vraiment trouvé ça super bien fait du début à la fin, j'étais complètement captivée dedans, j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver. Il y a plusieurs éléments que j'avais pas du tout vu venir dans le récit, dont certains qui m'ont vraiment laissé le cœur aux miettes, mais voilà, en tout cas c'est un récit que je vous recommande chaudement. Pour terminer du côté des romans, j'ai lu un livre audio, à savoir La colère et l'envie par Alice Renard. C'est un roman qui en format papier est vraiment très court, il fait peut-être 160 ou 180 pages, quelque chose comme ça. Pour ma part, je l'ai donc écouté en livre audio, j'ai trouvé que la lecture audio était vraiment chouette. Ce récit-là, c'est un récit pour lequel c'est pas forcément simple de faire un résumé parce que je trouve que le résumé de l'éditeur est beaucoup trop long et en dit vraiment beaucoup trop, surtout par rapport à la taille du roman. Mais si vous voulez, on est sur l'histoire d'un couple au départ qui va accueillir son enfant et qui va se rendre compte assez vite que leur petite fille, leur petite Isor, c'est pas vraiment une enfant comme les autres et qu'elle est un petit peu particulière. Les médecins s'acharnent un petit peu tous dessus à essayer de savoir ce qui se passe, est-ce qu'elle est autiste, est-ce que c'est un Asperger, est-ce qu'elle est juste bornée, est-ce qu'elle est déficiente mentale, enfin voilà, ils se posent tout un tas de questions et ils lui font passer toute une batterie d'examens jusqu'au jour où ses parents disent qu'ils en ont marre et qu'ils préfèrent tout simplement arrêter là tout ce bazar médical autour d'elle et juste prendre soin de leur fille du mieux qu'ils peuvent. Et puis finalement, à travers cette rencontre de Lucien, Isor va se lancer elle-même en tant qu'adolescente ensuite dans un projet, dans un voyage qu'elle va entreprendre et on va également suivre ça. C'est un récit que j'ai vraiment trouvé chouette et que j'ai vraiment trouvé original. C'est un petit peu un petit ovni littéraire dans le sens où c'est pas un récit comme on a l'habitude d'en lire. La narration est assez particulière, surtout quand c'est du point de vue d'Isor à la fin. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment chouette, je suis contente de l'avoir découvert, c'est vraiment court, c'est vraiment prenant, donc je vous recommande la lecture si vous êtes intrigué, si vous avez envie de le découvrir. Pour terminer, on va passer côté graphique et si vous aviez suivi un petit peu les différentes sorties qu'il y avait au mois de décembre, il y en a une à côté de laquelle bien évidemment je ne pouvais pas passer et il s'agit de la sortie du tome 5 de Heartstopper par Alice Oseman. J'aime énormément cette série de romans graphiques, j'avais commencé à les lire une première fois en français, j'avais pas plus que ça à accrocher parce que je pense que j'avais un petit peu de mal avec le découpage de fin du premier tome qui nous laissait un petit peu planter n'importe où. Et puis ensuite en fait j'avais repris en anglais mais du coup sur Tapas, je crois que c'était publié sur Tapas donc en ligne. Et ensuite finalement j'ai repris, je les ai rachetés mais en anglais. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai les éditions anglaises de mon côté. D'ailleurs si vous lisez pas particulièrement en anglais, c'est pas mon cas non plus, je lis rien en anglais, je pense que Heartstopper c'est la seule lecture en anglais de toute mon année et on est sur un roman graphique avec pas non plus tant de texte que ça. Mais voilà, c'est vraiment super abordable, donc même si vous avez un niveau d'anglais qui est assez moyen, ça peut passer. J'ai également vu bien sûr la série télé que j'aime énormément, cette saison 2 je l'ai trouvée absolument incroyable et j'ai hâte de voir la suite. Toujours est-il que pour ce tome 5, pour pouvoir bien le lire et être à fond dedans et tout bien replacer, j'ai décidé de commencer par relire le tome 4 et pendant le tome 4, à un moment il y a une période de Noël où on a un petit peu une petite ellipse et cette petite ellipse est racontée dans cet hiver. Tout ça pour dire que j'ai donc relu ces deux tomes avant d'attaquer le tome 5. Le tome 4 c'était mon tome préféré je pense de la série Heartstopper. C'est aussi le plus triste, celui qui m'a le plus fait pleurer, celui qui m'émeut le plus quand je le lis. Parce que c'est le tome dans lequel les personnages sont le plus confrontés à des difficultés. Charlie a des problèmes de troubles du comportement alimentaire et ça s'exprime vraiment particulièrement dans ce tome 4. C'est quelque chose qui est présent un petit peu tout du long et qu'on voit petit à petit. Mais vraiment voilà, dans ce tome 4 c'est vraiment important, il a besoin de se faire soigner, de se faire accompagner. Pour ce qui est de ce tome 5, du coup on est vraiment dans la continuité du tome 4, dans le sens où on a toutes ces thématiques là qui sont de nouveau présentes, même si globalement ça s'est amélioré. Donc il y a encore des choses qui sont vraiment présentes du côté des TCA, etc. Mais on est sur un tome qui est quand même globalement moins dur, moins dans les côtés difficiles que le tome précédent. Pour ce qui est de ce tome 5, c'est marqué essentiellement par deux éléments principaux. Le premier, c'est que Nick va attaquer sa dernière année de lycée, qu'il commence à faire le tour des universités, de commencer à chercher où est-ce qu'il veut aller, et également de manière plus générale, qu'est-ce qu'il a envie d'étudier, etc. Et il sait pas vraiment, et en plus de ça, il sait que ça va l'éloigner probablement de Charlie, donc voilà, il se pose un petit peu toutes ces questions-là.
Et puis également c'est un tome qui a été sous-titré en français première fois puisque c'est un tome dans lequel il y a un début de vie sexuelle entre Nick et Charlie. Ça amène forcément énormément de questionnements, aussi bien des deux côtés, et puis également tout un tas de messages du côté aussi bien de la prévention que de l'acceptation. Et là-dessus on s'en doutait, Alice Oseman allait faire les choses très bien et c'est effectivement le cas. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était fait. Bien sûr elle parle de tout ce qui est des protections du VIH, etc. C'est évidemment des choses qui sont mentionnées, mais on parle également beaucoup du consentement, du regard sur son corps. Donc voilà, un tome 5 tout à fait réussi, que j'ai beaucoup aimé aussi. Le tome 6 sera le dernier. Il n'y a pas de date annoncée, ce tome 5 vient juste de sortir. Et pour terminer très rapidement, j'ai également lu le tome 12 de l'Atelier des Sorciers par Kamome Shirahama. C'est une série que je suis depuis quasiment le début de sa publication, donc ça fait pas mal d'années quand même maintenant. Et je trouve que c'est une série qui est vraiment très chouette. J'aime beaucoup le style de dessin, j'aime beaucoup l'histoire de départ qui est vraiment l'histoire d'un maître et de ses apprentis sorcières qui apprennent petit à petit voilà, différentes choses. On est sur un système de magie qui est basé sur des pentacles, donc sur des dessins, et c'est vraiment super chouette. Le style graphique voilà, est top, j'aime vraiment beaucoup. Mais par contre c'est vrai que c'est une série qui s'éternise quand même beaucoup au fur et à mesure des tomes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en fait qui auraient pu être faites de manière plus rapide et que l'autrice, la mangaka, prend vraiment énormément son temps à l'intérieur du récit. Et ça m'inquiète un petit peu par rapport au nombre de tomes qui sont prévus, puisque clairement c'est toujours en cours de publication au Japon. Je crois qu'ils ont peut-être un tome d'avance sur nous, mais pas beaucoup plus. Et voilà, vu là où on en est dans la progression de la série, à mon avis c'est loin d'être terminé. Ce tome 12 en l'occurrence, il se passe quand même un petit peu plus d'action que dans les tomes précédents. On commence à voir certaines choses un peu plus se mettre en place, mais de nouveau, clairement on sait voilà, qu'il va encore se passer plein de choses derrière. Pour vous montrer un petit peu en termes de dessin, voilà, on est plutôt là-dessus. Donc c'est des scènes qui sont assez détaillées, les personnages aussi, tous leurs costumes, etc. Donc pour ma part c'est vraiment une série que je trouve très chouette et que j'apprécie beaucoup, mais j'aimerais bien quand même qu'on voit un petit peu plus où est-ce que la mangaka veut en venir dans sa série pour pouvoir continuer à être complètement accrochée dedans, parce que je dois dire que je commence quand même un petit peu à m'en détacher. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces livres parce que j'ai vraiment fait plein de très chouettes découvertes sur la fin du mois de décembre. Donc voilà, en tout cas pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!